Salut l'équipe, cette semaine j'ai de nouveau envie de vous parler des Suns et de Chris Paul. Et non, ce n'est pas un caprice, c'est un Capri Sun, à la grande différence que le jus est dégueulasse alors que le jeu de Chris Paul est lui excellent. Sa vista, son game, son leadership sont à consommer à la paille sans modération et sans avoir la coulante. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la saison de la maturité, tant Chris Paul est au top des meneurs de jeu depuis des années. D'ailleurs, cette saison, il est le meneur le plus vieux titulaire en NBA, ce qui en fait automatiquement le meneur préféré de notre Manu Macron national. Petit coquinou va. Il n'empêche, Chris Paul garde autant d'impact sur le jeu qu'un crochet pleine bouche de Francis Ngannou. Je pourrais dire que Chris Paul est comme le bon vin qui vieillit bien, blablabla. Mais notre gars mérite quand même mieux qu'une comparaison foireuse à la VAR matin. À 35 ans et déjà All-Star, il se pourrait bien qu'il récupère quelques voix dans la course au MVP. Et ça, c'est la classe à Dallas. Enfin, à Phoenix pour le coup. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Avec moi dans le canapé cette semaine, on revient aux sources de la First Team avec Thomas et Steph. Comment ça va les amis? Ça va super, je suis content d'être avec Steph aujourd'hui. Salut les gars! Oh, ça fait longtemps. ça fait longtemps. Et là tu nous as régalé. Ah, et c'est quoi? Ce salut les guys là comme ça, ce revival, ce back in the day, ça mérite un cadeau. Back in the days égale birthday gift, pas du tout le birthday gift. Bon, Pour tes 40 ans de l'année dernière. Ça fait 3 mois que je l'attends. J'ai vu 54 stories Instagram. Yvick l'a eu avant moi et là je l'ai. Ma récompense. Félicitations mec. Merci. Félicitations Stephen. Je veux le mettre gros. Bah écoute, mets-le et puis. Alors, on n'a pas dans ce temps-là, très bien. Pendant qu'il le met, on a une annonce à vous faire. La semaine dernière, vous l'avez vu, on met dès 18h sur la chaîne Twitch First Team 101, on met le First Day Show et dès 19h, vous pouvez le retrouver normalement sur YouTube. Voilà. L'intérêt de le faire sur Twitch, c'est qu'on est dans les commentaires et qu'on rediscute avec vous, on pose des questions, vous pouvez nous interpeller si on dit des bêtises. Si vous nous battez sur le quiz, eh ben on en discute. Voilà, on est ensemble. Voilà, l'intérêt c'est que vous découvriez cette émission et qu'en plus nous on soit dans les commentaires pour échanger avec vous et pour se marrer et pour faire grossir Twitch parce que pour l'avenir, pour la suite, c'est important. Donc il y a 19h sur YouTube. Autre chose, plusieurs annonces. Ce soir à 21h avec Nicolas Maurice Belay. Et Thomas, on va revenir un petit peu sur, on va parler foot, on va revenir un petit peu sur les quarts de finale de Ligue des Champions et les futures demi-finales. Évidemment, on va parler du PSG et ça sera archi intéressant. On sera avec vous dans les commentaires aussi pour débattre et pour digresser comme on aime bien faire. Et vous pourrez poser toutes les questions à Nico Maurice Belay, ancien virevoltant ailier de la Ligue 1, Monaco, Bordeaux. Vrai gars donc. Vrai gars. Ensuite, dimanche, 18h. 6 p.m. 6 p.m. Sur la chaîne First Team, je serai avec Jiraya. Et ça, c'est lourd, mon pauvre. On va parler, donc il est en train de regarder The Last Chance You, et on va en profiter, on en avait un petit peu parlé tous les deux, on va en profiter pour revenir sur cette série-là, basket, et lui qui suit la NBA maintenant depuis 2 ans, qui est devenu un peu un fan de NBA, va nous parler un petit peu de son nouvel amour pour la NBA, puis on va parler encore de plein de choses, et on sera avec vous dans les commentaires pour aborder plein de sujets. Et il va aussi parler de son amour du manga, et pourquoi il est allé vers la NBA, parce qu'il y a il y a un parallèle manga-basket. Absolument, et nous on n'est pas du tout, on n'est pas du tout manga, lui il l'est à fond, donc ce sera intéressant de faire le parallèle entre tout ça. Il n'y a plus de veuche, lui. Bah non, il s'est rasé la tête. Ouais. Il s'est rasé la tête. En hommage pour toi. Oui. Non, en hommage à lui. Écoute, il a fait ça en direct sur Twitch. Il a fait des sacrés. Ah oui, il a fait des sacrés. C'est vrai. Voilà pour les annonces. On peut se raser les Chicago Bulls si tu veux faire des vues. Après, il y a moins que tu prennes un ban Twitch, là, pour le coup. Voilà pour les annonces faites. Donc, soyez bien, rendez-vous avec nous, 18h sur Twitch, 21h sur Twitch pour parler foot. Et dimanche, 18h avec Gigi. Le programme des news, on va parler NBA et Europe aussi. On aime bien quand Steph est là. Ouais. On aura un débat sur qui est le MVP. On se rapproche, on est à 1 mois de la fin de la saison régulière. On va se poser la question, qui est le MVP? Honnêtement, cette année, on a une vraie course serrée. On aura un focus sur les Nuggets. Terrible nouvelle cette semaine avec la blessure de Jamal Murray. Comment les Nuggets vont pouvoir compenser cette énorme absence de Jamal Murray jusqu'à la fin de la saison, voire plus? Et on finira avec la tension de cette fin d'émission. En plus, il y a Steph, le quiz de Tom Chalavine. Non, j'étais en train de regarder justement le sommaire de chaque semaine et je trouve que c'est très sous-coté la photo choisie pour le quiz, parce que c'était un grand moment et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, c'est la bagarre. Alors, puisqu'on parle de Tom Chiaravino, avant de se lancer, vous aimez bien qu'on vous raconte un peu la vie interne de First Team. Et hier, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel et j'en ai été la première victime.
Et Steph n'est pas au courant. Et Steph n'est pas au courant. On est allé jouer hier, on a fait un 3-3, donc Jérémy, le CM, Paul, Tom et moi. Et donc la rookie est venue faire le 6e. On fait comme d'habitude, match en 4, enfin 4 victoires gagnantes, match en 12. Et on perd, la rookie c'est encore bien relou, nous fournit ça et tout. Et Tom, tu as vu, mais quelques paniers, mais ça me frustre un peu, tu vois. Donc, et sur la fin, je fais, vas-y, on fait la revanche. Et je lui dis, t'es nul, de toute façon, t'es pas un basketteur, un peu dur, tu connais l'animal. Le match commence, le fait, ok, on fait le première équipe en 2 victoires. Ballon au gagnant, donc balle à Tom Tiravino, je défends sur lui, je lui dis, je l'éteins. Je lui mets un peu la pression, il dribble, il galère un peu, je mets la pression, je suis sur pression, je recule d'1 mètre, je fais, voilà, toi. Gros, il arrive, il dribble, il tire, il lâche le ballon, il fait défend, filoche. Gros, énorme filoche. Arrête tes conneries. Il lui a dit un défend de daron, genre petit défend sur moi, tu vois. Et alors Filoche, on a fait après, salve d'insultes qui est parti. Non. Ah non, somme de l'espace. Gros, ce qu'il a parce fait qu'en plus, derrière. c'était bien chaud, somme de l'espace. Après, j'ai défendu. Là, pour le coup, j'ai plus rien donné. C'est vrai, gros. Il l'a Je lui ai mis un. Non, je lui ai mis un bump. À un moment donné, je l'ai bumpé, il a fini dans un mur. Et imagine, il a fait une streak de chez Strict, vraiment la streak, il le suivait partout, et t'entendais les appuis. C'est comme ça, il l'a poussé, il s'est un peu relâché, Tom, et il y avait le mur un peu pas trop loin. Heureusement, on s'est arrêté, et tout le monde a explosé de rire, tellement c'était un peu ridicule, mais super drôle. Super drôle. Et donc, il a gagné. Non, on l'a gagné après, il a plus vu le jour. Ouais. Mais on s'en fout, c'est pas important. Il a mis ce petit Ouais, qui est ouais. arrivé il y a 2 ans, tout penaud, je peux vous pouvez signer ma convention de stage. 2 ans après, il prend un tir, un pull-up sur ma gueule à 3 points, il dit défends, filoche. Bravo, Tom. Ça, c'est le panache First Team qu'on aime. Bravo, mon ami. Voilà, c'était cette petite histoire que je voulais te raconter qui est quand même assez incroyable. Bravo à Tom Tiaravino. Allez, c'est parti. News pour commencer, comme d'habitude. 4 seconds down to 3. Hart steps back, fires, that's the game. On ne sait pas si Steph Curry et les Warriors seront en playoff cette saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Steph Curry est dans les livres d'histoire des Warriors, puisque cette semaine, Steph et Tom, il a battu le record de Wilt Chamberlain. Il est devenu le meilleur scoreur de l'histoire des Golden State Warriors, une franchise ô combien historique. Oui, absolument, parmi les très très grandes franchises de cette grande ligue, c'est pas rien d'être le meilleur scoreur de ta propre franchise dans laquelle tu as toujours joué, pour laquelle tu as construit des superbes équipes pour aller chercher des titres. Clairement, parmi les meilleurs joueurs de la décennie, il n'y a aucun doute avec LeBron d'ailleurs, c'est sûrement le 2e meilleur joueur. Mais passer Wilt Chamberlain, alors qu'il lui n'a pas fait toute sa carrière aux Philadelphia Warriors de l'époque, c'est quand même une marque assez folle et ça montre juste combien Steph Curry est un joueur ultra légendaire dans cette ligue. Oui, par contre, il l'a fait en 12 saisons. Wilt Chamberlain l'a fait en 6 saisons. Tout à fait. Moyenne, Après, il mettait 50, il a fait des saisons à 50 points de moyenne. Alors, je ne sais pas si c'était avec les Warriors ou avec les Sixers, parce qu'il a alterné avec les deux. Il y avait les Philadelphie Warriors, après les parties. Ouais, il y a un il est mix des revenu deux. aux Philadelphie. Il y a un mix des deux. Il y a un mix des deux pour Wilt Chamberlain. Non, mais c'est mérité pour Steph Curry. C'est devenu l'icône des Warriors. Cette année, il a fait 3 matchs à plus de 50. Il fait un mois d'avril, je crois, ahurissant. Il est quasiment à 40 points de moyenne. Voilà, ça marque une franchise. Maintenant, il lui reste des records à aller chercher, je crois. Celui des passes décisives, où il est pas très loin. Il a déjà le record de pourcentage à 3 points. Les interceptions, il est derrière Chris Mullin, mais ça va pas tarder à tomber. Donc, ça restera, quand il prendra sa retraite, peut-être le meilleur joueur all-time de la franchise des Warriors. Ouais, avec Wilt Chamberlain, il se tire la bourre. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient me défendre le fait que Steph Curry est le meilleur joueur de l'histoire des Warriors, j'ai aucun problème. Après, on peut citer des Rick Barry, il y en a d'autres, des vrais gars. Oui. Paul Arrazin. Ouais, grab the rhythm. Tout à fait. Dès que vous entendez le nom de Wilt Chamberlain, c'est intimidant, car il a des records très durs à aller chercher, tu m'étonnes, et être à ses côtés dans le livre des records, c'est fou. Là, il est plus qu'à ses côtés, en tout cas dans l'histoire. Il est devant. Il est devant. Accessoirement, Steph Curry est extraordinaire en ce moment. Il est extraordinaire en ce moment. Il a encore mis 42 points. Mais 42, il met 53. Hier, il fait crois qu'il a 42 à 11 sur 16 à 3 points. Je crois qu'en avril, il a 40 points, 46% à 3 points, 54%. Ouais, Hier, je joue pas le quatrième quart-temps. Et pourtant, est-ce que tu es inquiet de ne pas voir les Warriors en play-off? Tu peux l'être. Inquiet, ils seront au play-in, non? Oui, ils seront play-in. Aujourd'hui, ils sont 9e. Ils ont à peu près le même bilan. Après, ils ont pété Wiseman. Kelly Oubre est pété au poignet. Ils ont des pépins. C'est un peu galère. Et là, honnêtement, Steph Curry les tient. Justement, on parle de play-in. Et il y a tes potes des Mavs, que ce soit Mark Cuban et Luka Doncic, qui sont montés au créneau sur ce nouveau format play-in qui avait été mis en place la saison dernière, mais dans un contexte de bulle où on avait trouvé ça cool.
Cette saison, certains ne trouvent pas ça si cool que ça, notamment donc, chez les Mavs. Et on va voir la déclat de Doncic. Je ne comprends pas l'idée de faire des play-in. On joue 72 matchs pour tenter d'aller en play-off, mais on peut les rater juste en perdant 2 matchs à la suite. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis complètement d'accord avec lui. Difficile de ne pas être d'accord avec lui. Après, on va pas oublier que Mark Cuban fait partie des grands instigateurs de cette idée. Il a poussé pour avoir un play-in. Donc, Mais l'année dernière, dans un contexte... Oui, enfin bon, ils l'ont installé. Donc, à un moment donné, l'année dernière, on pouvait le comprendre, mais c'était surtout parce qu'ils voulaient que Zion en play-off. C'est toujours les idées, quand il faut lire entre les lignes, sur les décisions de la NBA. Moi, je rejoins complètement Luka. Même si pour nous, fans, observateurs, c'est cool d'avoir ces petits matchs à enjeu. Mon gars, tu te fais tellement chier à jouer tous ces matchs de saison régulière avec des intensités qui sont quand même vachement moindres par rapport aux playoffs. Pour finalement aller te faire sortir, c'était 7ème et que tu vas pas en playoff, normal de l'avoir mauvaise. Ouais, après, ça reste une déclat d'une équipe qui est concernée par les play-in. On n'a pas attendu le premier, deuxième, troisième. C'est sûr que le Jazz, ils s'en foutent du play-in. Voilà, mais après, on peut aller plus loin dans le concept. Est-ce que jouer 72 matchs et après refaire des playoffs alors que tu peux être premier de NBA, faire un classement, le premier, les champions NBA. Donc les relou quand même. Là, tu remets en France, 70 ans tu remets en cause le fonctionnement même de la NBA. Ouais. Bah oui, mais bon, c'est le principe au foot, championnat de foot, le premier, les champions, il n'y a pas de playoff après. Ouais, mais ça a rien. Tu sais bien que c'est différent. Le basket est un sport À sa différent. propre culture, ouais. Ouais. Dans toutes les ligues du monde, il y a Pas pas choqué, moi, je suis pas inquiet pour le mec qui finit. Enfin, les Mavs, ils vont finir 7ème parce qu'ils ont l'œil. Ils ont l'œil sur les 6e. L'année dernière, Memphis, Memphis, dans une saison particulière, est le grand perdant des play-in. Hein. Sur l'ensemble de la saison, ils méritent d'aller en playoff, ils y vont pas. Après, ils perdent beaucoup de matchs sur la fin. Ouais, mais... Et alors qu'à l'inverse, Lillard et Portland sont très très forts. Donc finalement... Alors voilà, on va reprendre la déclat de Mark Cuban. Au lieu de se battre pour une place en play-off et de pouvoir reposer les joueurs, lorsque le classement devient plus clair, les équipes abordent chaque match pour entrer ou rester dans le top 6. Les joueurs jouent plus de matchs, plus de minutes, mais en moins de jours. Ça, il n'a pas tort quelque part. C'est vrai que les gestions des équipes qui étaient quasiment sûres d'être en play-off, ça, tu ne l'as plus et tu tires sur les mecs. Et... Tu l'as plus parce qu'aujourd'hui, les Mavs font le forcing pour attraper les Trailblazers qui sont 6e, donc ils sont obligés de jouer à fond jusqu'à la fin de saison. Et puis, il y a aussi un problème économique. Quand tu es 7e, 8e, tu es garanti d'avoir au moins un minima 2 matchs à domicile de play-off. Là, tu peux ne pas jouer les play-offs aussi. Il y a un souci économique, public, marketing à prendre en compte. Ça se tient. Ok. Moi, je reste persuadé que j'aime bien revenir au classique, les 8. Mais oui, Arwan. On est des anciens. Parmi les petites idées tu sais, qui émergent chaque année, il y a cette idée que plutôt que de faire 8 et 8, tu es les 16 meilleures équipes en play-off et que tu balayes complètement les conférences et que tu fasses 1-16. En vrai, aujourd'hui, on s'en fiche un peu des déplacements. Dans la conférence Ouest, il y a beaucoup de déplacements parfois. Oui. Tu peux aussi avoir cette réflexion qui serait bien plus méritante que celle d'aujourd'hui. Et si les Knicks sont 9e, le play-in, c'est une bonne chose, non? Non. Moi, je veux que les Knicks soient dans les 8. Non, mais vraiment, même avec les Knicks, je suis pas comme ça. Ils sont 6e pour l'instant. Je suis un homme intègre, en tout cas. Sauf quand on parle du PSG. Bref, pas sur la fin. Oh non, mais faut que t'arrêtes. Ça va. J'ai vu une attitude scandaleuse. Merci. Sur le viewing party de la semaine dernière, quand on pète le Bayern Munich 3-2 et qu'il y a le 3e but de Kylian Mbappé. Il y a 2 personnes respectables dans la first team. Thomas Dupont, Paul Harreur, qui ont communié. J'ai vu les 2 plus gros haters de l'histoire du football. Tom Chalavino et Arwan Abotrette. Limite, t'es à 2 doigts de chialer. Gros. Mais t'es un malade. Tu me parles de... J'ai vu la séquence sur Twitter. Comment tu peux... Donc maintenant, on va célébrer. Mais vous êtes fous. Tu peux dire, ouais, bravo, putain, bravo, super match. Non, le mec avait un seum. Mais gros, en fait. T'es pas un amoureux du sport, frère. Moi, c'est l'OM qui gagne 3-2 au Bayern. Je fais comme ça. Ouais, franchement, super match. C'est bon. Allez, on va enchaîner avec Vincent Poirier. Qui donc a signé officiellement au Real Madrid. Et on est content pour Vincent. On en a beaucoup parlé cette saison au Steph. Énorme, qui jouait pas du tout, qui n'a pas eu sa chance du tout en NBA. On va pas revenir sur le fait il peut jouer, pas jouer. En tout cas, Vincent, qui était un petit peu en danger par rapport à l'équipe de France et les JO cette saison. Là, il a 3 mois pour finir la saison plein de balles avec le Real. On imagine qu'il a des fourmis dans les jambes. Faire une super fin de saison en championnat parce qu'il ne pourra pas jouer l'Euroleague et essayer d'accrocher sa place pour l'équipe de France avec ce Real toujours aussi ambitieux. Oui, alors le Real est engagé en quart de finale de l'Euroleague. Malheureusement, tu l'as dit, Vincent n'est pas qualifié. En championnat, ils sont premiers. Ils viennent de gagner le Classico la semaine dernière.
C'était important pour lui. Et je félicite son choix parce qu'il y a un paquet de gamins aujourd'hui qui persistent à vouloir rester en NBA et qui perdent des années. Lui, il a compris que s'il voulait prétendre à aller à Tokyo, il faut reprendre des minutes, comme Thomas Hurtel a pu le faire en signant à Lasvel. Voilà. Puis jusqu'en 2024, il est sûr de jouer le très très haut niveau et l'Euroleague pendant 3 ans. Et on peut avoir un trio de Français l'année prochaine avec Thomas Hurtel s'il rejoint le Real Madrid, Fabien Causer et Vincent Poirier. Maintenant, il y a une belle doublette Tavares-Poirier dans la raquette. Ça va être plutôt sympathique à avoir joué. Je suis content parce que le Real Madrid, ça reste quand même. Là, tu mets le maillot blanc, déjà tu sens que t'es quelque part. Quoi. Donc, oui. Et puis je trouve que la durée du contrat, elle est hyper importante dans ce choix. Parce que t'as le choix entre soit retenter la NBA sur un TD contract, mais ne pas avoir le temps de jeu. Est-ce que tu vas avoir ta chance? Il y a quand même toute cette... c'est difficile à digérer après cette saison et demie compliquée. Ouais, exactement. Plutôt que d'aller, tu l'as dit, tu vas vivre à Madrid, tu vas vivre... Le Ramsès. C'est quoi le Ramsès? Une boîte de nuit, quoi? Regarde, Erwan. Il adore citer le Ramsès. Pas encore, mais on ira avec plaisir. Voir un Final Four à Madrid, voir Vincent... Je connais plus les boîtes de nuit à Barcelone qu'à Madrid. Hein? Je connais plus les boîtes de nuit à Barcelone qu'à Madrid. Ouais, mais Madrid, c'est bien Madrid. En tout cas, Vincent pourra nous dire si c'est vraiment si bien. Pour finir sur le contrat, on sent qu'en tout cas, le Real lui fait confiance ouais. Contrairement aux équipes NBA qui avaient des doutes sur son niveau s'il aurait joué. Et en tout cas, en Euroleague, il n'y a aucun souci. Et le Real qui a perdu Gabriel Deck, l'Argentin, qui a signé 3 ans à OKC. Alors, il y a juste la fin d'année qui est garantie et il y a 2 ans supplémentaires. Alors, 14 millions. Mais surprenant, ça, comme en cours des saisons, en plus. Surprenant, ça a été le cas, rappelez-vous, avec Marco Guduric à l'époque du Fener. Ouais. Il avait quitté la fin de saison, il était parti où, Guduric, au Grizzlies, non? Il est à Saint-Pétersbourg maintenant. Je veux dire. Non, il est revenu au Fener. Ah oui. Marco Guduric, écoute. Gudaitis, je confonds avec Gudaitis. Je confonds avec Arturas Gudaitis. Mais ouais, surprenant, après Gabriel Deck, attention, hein, paye pas de mine comme ça. Fort joueur de basket. Ouais. Sur un poste 3-4 bâtard, bien relou. On reste en Europe. J'avais parlé. Donc là, on parlait de l'Euroleague, on va parler de l'Eurocup. Monaco était en finale, on l'avait dit la semaine dernière. Maintenant, on connaît son adversaire. C'est pas Bologne. C'est Kazan qui a fait l'exploit d'aller gagner à Bologne. On rappelle qu'avant cette demi-finale, Bologne était invaincu en Eurocup et que Kazan était mené 1-0 et qu'ils ont gagné 2 fois d'affilée face à une équipe invaincue dans cette compétition. Ouais. La boulette de Bologne. Ouais. Ils ne veulent pas défendre après. Donc, mais c'est une énorme déception parce qu'il n'y aura pas de wildcard pour un club italien en Euroleague cette année. Je pense que Jordi Bertomeu disait bon, ils vont quand même aller en finale parce que c'est quand même un club avec Bellinelli, Teodosic, coaché par Djordjevic. Ça a de la gueule. Le propriétaire a mis énormément d'argent. C'est le patron de Nespresso, je crois. Ça l'a pas fait, c'est pas cadeau de jouer Kazan, c'est une équipe très très américanisée, avec Isaiah Cannon, qui est monstrueux. Beau tir hier. Beau tir, énorme tir. Non, alors faut savoir que, pour la petite information, je suis pas sûr qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain Monaco. Je pense pas qu'ils se déplacent à Kazan parce que en dehors de l'Union européenne, ça obligerait une septaine à Monaco pour rentrer pour le match 2, sachant qu'il y a 3 jours d'écart entre le match 1 et le match 2, donc le match 1 pourrait avoir lieu en terrain neutre du côté de la Lituanie éventuellement. Et c'est un coup dur pour Kazan parce qu'en Russie il y a du public. Donc, il y a du public. Tout à fait, on l'a vu en BCL. Bon, okay. Sacré info ça par contre. En tout cas, on rappelle que c'est au meilleur des 2 matchs. Ouais, la finale, et ça va être archi intéressant à suivre et ça sera évidemment sur RMC Sport. Du coup, Bologne, ils n'ont pas joué du coup en Russie? Si, ils sont allés. Eux, ils ont eu le droit. Ils sont allés parce que l'Italie n'a pas les mêmes règles que la France. Il n'y a pas de septaine en rentrant des territoires. Ils sont allés, ils se sont fait fournir d'ailleurs. Hein, Evan Fournier. Ouais. Voilà, on a fait le tour des news. C'est le moment d'aller sur notre grand débat. Qui sera le MVP? La fin de saison régulière, c'est dans 1 mois. Il y a une vraie course. Et qui va casser le premier? Il y aura peut-être une photo finish. C'est le débat. BCL, non? La BCL? Oui. On voulait juste dire que Strasbourg a été qualifié au Final 8. Ça, on l'a déjà dit? C'était pas la semaine dernière? Je sais pas, il y a une émission depuis, on l'a dit. Tirage au sort demain pour le quart de finale. Voilà, tout à fait. Très bonne info pour être complet. Petit complément d'info, mais on en avait déjà parlé la semaine dernière, donc mais il n'y a aucun problème. C'était mercredi dernier qu'on a fait une émission jeudi. C'est toujours bien de le rappeler que Strasbourg s'est qualifié pour le Final 8. Mais le Final 8, le lieu a été tiré au sort, c'est Nizhny Novgorod. Tout à fait. Possible qu'on y aille. Donc, hop. Sérieux? Je dis ça, je dis rien. Écoute, c'est une petite info, peut-être. Septaine en rentrant, par contre. Oh, relou. Faut qu'on en parle. Parce qu'on a quand même beaucoup de taf. Allez, retour à la NBA. Les gars, là, on vit une saison régulière un petit peu spéciale, avec un petit peu moins de matchs. Il n'empêche que ça se tire pas mal la bourre. Et qu'il y a une vraie course au MVP. D'ailleurs, on va vous envoyer tout de suite un tableau pour voir chez NBA.com
quel est le top 5 à la course au MVP chez Basket Session et chez First Team, où chez First Team, tout le monde a voté, que ce soit Jérémy, Paul, Tom, Thomas, moi. Steph, t'as voté? Bien sûr. Qui a voté, très bien. Donc vous voyez que chez NBA.com, il y a Jokic et Lillard en 2. Alors j'aime beaucoup Lillard, mais ça me paraît surprenant. Embiid, Giannis, Harden. Jokic, Harden, Embiid pour Basket Session, Kawhi, Curry. Embiid, Jokic, Harden, Giannis pour Lillard. On va pas se mentir, à part ce Lillard en 2, on est quand même quasiment sur un podium entre Jokic, Embiid et James Harden. On est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord. On est d'accord là-dessus, Erwan. Justement, on va aller un petit peu sur ces trois-là. On va commencer avec notre favori à tous. On est plutôt team Embiid et on va essayer de vous expliquer pourquoi. Attention, hein, on a aussi beaucoup d'arguments pour Harden et pour Embiid, mais on va commencer Jokic et on va commencer par Joel Embiid qui est en pleine bourre, qui hier soir a détruit DeAndre Jordan, et on va essayer de trouver 3 points positifs sur le fait qu'Embiid doit devenir MVP cette saison-là. Il a d'ailleurs déclaré cette semaine qu'il méritait d'être MVP, puisque chaque fois qu'il avait la balle, c'était « je suis dominant depuis le début de saison, on est premier à l'Est, quand j'ai la balle, c'est soit panier, soit faute, je pense que je dois l'avoir ». On est d'accord avec ça, Steph? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Que tu veux que je te dise quoi là, Non, mais si parle-moi de la saison d'Embiid. Toi, c'est ton numéro 1. Pourquoi? C'est mon numéro 1 parce que déjà, le bilan, tout simplement, les Sixers sont leaders à la conférence Est. Il y a une progression, puisque l'année dernière, ils avaient perdu 30 matchs. Je pense qu'ils vont finir mieux cette année-là. Parce que cette conférence Est, malgré tout, elle s'est renforcée avec l'émergence de Brooklyn, les Bucks qui sont toujours là, Miami qui est quand même finaliste NBA et qui domine cette conférence Est. Et puis, il a raison dans sa déclat. Moi, je l'ai vu jouer un paquet de fois. Mec, personne n'arrête. Quand il a la balle, tu regardes le nombre de lancers francs qu'il tire, le nombre de fautes provoquées. S'il ne marque pas, c'est faute, en fait. Et il a des pourcentages de lancers francs qui sont fantastiques. Il a même des pourcentages à 3 points fantastiques. Et il a des perfs de ouf. Le duel face à Rudy Gobert, qui est peut-être le prétendant au titre des défenseurs de l'année, il a fait 40 et 19, il me semble, face au Jazz. Et puis, l'autre point pour Joel Embiid, c'est que c'est un garçon qui joue des deux côtés du terrain, parce qu'il va avoir des votes aussi pour être défenseur de l'année, s'il n'est pas élu défenseur de l'année. Donc pour moi, voilà le cas Joel Embiid. Alors après, on va me dire qu'il a loupé des matchs, mais ça, je vous laisse en parler. Oui, justement, c'est important. C'est vrai que dans ce que tu viens de dire, il n'y a que du positif. Il n'empêche que Joel Embiid a raté des matchs et peut-être, et c'est la question qu'on se pose, un peu trop de matchs. Il a raté trop de matchs. C'est vrai que quand tu parles de son niveau individuel, de ses performances, de sa régularité aussi, il est absolument irréprochable. Tu parlais des pourcentages, là il est quand même à presque 30 points de moyenne. On parle de 11 rebonds, tu ajoutes à ça 51% au tir, dont 38% à 3 points et 85% au lancer franc. C'est quand même des stats d'arrière, hein, très honnêtement. Joel Embiid, en fait, est en train de faire la saison qu'on le voyait faire l'année dernière. Tu te souviens, quand Al Horford est arrivé, on avait l'envie que Philadelphie en finale. C'était d'ailleurs, moi, dans mes pronos de début de saison, j'avais Philly en finale et Joel Embiid MVP. En fait, c'est cette saison qu'il est en train d'atteindre la maturité avec une équipe qui est largement mieux construite autour de lui. Et donc, du coup, il est beaucoup mieux coaché, absolument. Le coaching staff a changé, donc, et dans les bureaux aussi. Et donc, il y a eu du très bon travail de fait autour de lui. On regrettait parfois qu'il ne joue pas assez de post-up ou qu'il ne soit pas assez efficace. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune question sur la manière de jouer. Il est très adroit à l'extérieur, mais ça vient en complément du fait de détruire, de la destruction qu'il propose sur ses vis-à-vis à l'intérieur. Je le trouve serein aussi. Non, dans l'attitude, il a une très bonne attitude. Et lui, qui est souvent décrié, il a mal au ventre, il mange du poulet, il fait gaga, il boit des Capri Sun. Il boit des mauvais Capri Sun. Cette année, on a rarement vu de débat limite sur son hygiène de vie ou des attitudes bizarres en dehors du terrain. Par rapport à son comportement, et c'est vrai qu'il se disperse beaucoup moins, Thomas Laroukis me faisait une réflexion, il me disait que le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est peut-être lui, il est peut-être quelque part gagnant dans tout ça. Il passe sa vie à un rendez-vous public. Oui, un petit peu, mais j'espère pas quand même. Je pense qu'il préfère qu'il y ait du public, au moins ça lui donne un petit peu de motivation, mais cette nuit contre Brooklyn, on va me dire Brooklyn, il manquait des joueurs. Enfin, il y avait des Jordan qui étaient là. Me dites pas que la Marcus Aldridge aurait été le mec qui aurait diminué l'impact de Joel Embiid. Il n'y a pas photo. Donc cette équipe de Brooklyn Nets, il les a concassés. Et qui est Kevin Durant, Kyrie Irving ou James Harden, je pense qu'ils les auraient concassés quoi qu'il arrive, parce que les positions et les spots de jeu sont les mêmes. C'est le meilleur big man actuellement, à mon sens, des deux côtés du terrain. C'est vrai que quand je dis bien les deux côtés du terrain. Tu apportes le côté de la défense, Joel Embiid se place tout en haut de la NBA. D'ailleurs, on avait fait ce super débat il y a quelques semaines pour savoir qui était le meilleur pivot de la NBA. Et ce qui nous faisait dire qu'il y avait une petite différence vraiment légère sur Nikola Jokic, c'était sa défense. Maintenant,
il a raté presque 20 matchs. Et rater 20 matchs dans une saison qui est déjà raccourcie de 72, moi, j'ai envie de dire que ça peut être une vraie épine dans le pied. C'est pour ça que pas Basket Session, par exemple, mais Nikola Jokic, qui, lui, à contrario, joue tout le temps et sans excuse. Lui qui, parfois, aurait pu être mis au repos et tout. Non, il joue, il est régulier. Donc, la régularité, ils l'ont tous les deux. Mais quand il y a 20 matchs d'écart, je trouve que c'est une vraie pièce dans le camp de Nikola Jokic. Il n'y a pas le même passif au niveau blessure, antécédent de blessure. Entre Ouais, mais Jokic- qu'est-ce que ça entre change quand Jokic tu et votes Joel Embiid. Ça change quoi quand tu votes? T'as raison, hein, mais qu'est-ce que ça change? Au bout d'un moment, moi, je voyais un mec qui a joué plus de 50 matchs, l'autre, il en a joué 37. Alors, on rappelle c'est que dingue. Luke Walton avait été élu MVP aussi avec un nombre de matchs assez Luke Walton Bill Walton. Bill. Luke Walton n'a jamais été MVP. Bill Walton avait été MVP avec les MVP, Blazers. MVP, peut-être. Et il avait raté pas mal de matchs. Je veux juste qu'on revienne sur l'évolution de Joel Embiid parce que certes, il est mieux dans son corps, il a été encore blessé cette année, mais on trouve qu'il a quand même moins de blessures. Il arrive à enchaîner les grosses performances, mais je trouve qu'il a mine de rien progressé dans son jeu quand il est beaucoup plus proche du cercle où il fait mal. Et en même temps, on le voit faire des trucs de deuxième arrêt, ces fameux step back à mi-distance. Ah ouais, mec, Non mais incroyable. ça, fait dire ça, hein. c'est des trucs qu'on ne faisait pas voir autant ou maîtriser autant que les saisons d'après. Et honnêtement, Steph, c'est une panoplie d'attaques sur du post-up, destruction, sur du mi-distance, création de tir, sur les effacés et même à 3 points. Mais comment on peut arrêter Embiid? Il a tout en magasin. Hein, ce step back là que tu prends, on le libère un quart de terrain, il a un quart de terrain pour jouer, il dribble entre les jambes. T-Mac, step en back. fait. Tu vois, c'est- Sur le post-up, dos au cercle, on n'est pas du niveau d'Hakeem Olajuwon, mais on n'est pas très loin non plus sur les moves, les On le voit, footwork, ouais, finitions. absolument. Il est capable de mettre le ballon au sol, démarrer en tête de raquette et faire des petits Eurostep, alors à la vitesse d'un mec qui fait 2,15. Mais il a ça Mais en il fait magasin 2,15. aussi. Il dribble, il a les fondamentaux. On n'en parle pas assez, mais tu sais, les feintes de passe, les feintes de tir, aujourd'hui, c'est un peu. Mec, quand tu regardes, j'ai vu Marco Bellinelli, il a la meilleure feinte de tir du monde. Tellement. Joel Embiid, là, je l'ai vu cette nuit, feinte de tir, mais elle est magnifique, sa feinte de tir, parce qu'il peut vraiment tirer, en fait. Donc, DeAndre Jordan se livre, bam, après, il va mettre un gros tomard. C'est un basketteur, en fait. C'est un athlète, certes, mais c'est un joueur de basket. Il a des fondamentaux. Ouais, c'est vrai. Non, Voilà. je te rejoins complètement. Et moi, je trouve et, que et il a que. En fait, tu sais, tu disais par rapport à son évolution, Il a 14 il a 26 ans. il a que 26 ans, quoi. c'est fou. Tu te rends compte, il a que 26 ans et dès ses premiers matchs, moi, comme ça, on sentait qu'il avait du potentiel, on voyait des choses, mais sur ses premiers matchs de NBA, là, tout de suite, enfin, à l'époque, on s'était tous dit, putain, en fait, c'est lui le descendant d'Aljuan, ça fait que 4-5 ans qu'il est dans la ligue, donc forcément, ta progression, elle est, on dit souvent avec les grands, elle est plus lente et tout, c'est pas ce qu'on dira pour lui, mais il rentre seulement dans sa plénitude technique. Et Ouais, donc, je vois. on le ressent. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que je le vois progresser. Ces dernières saisons, on le savait fort, mais il se dispersait et puis on voyait pas d'évolution technique. Et là, Steph, tu viens de le dire. Moi, je trouve que la saison qu'il fait cette année-là, ça me dit ah ça y est. Enfin, tu vois, on n'est pas que dans le fantasme de ce qu'il peut être. Il est ce qu'il aurait dû être, comme dirait Booba. Vous l'avez celle-là ou pas? C'est Pas du tout. Bravo. Bravo. Il a quand même un concurrent, notre ami, et pas des moindres, c'est Nikola Jokic. Alors, dans le bilan collectif, Joel Embiid a 3 victoires ou 4 victoires de plus, il me semble, Tom. Mais comme tu le disais, Jokic, lui, joue tous les matchs, et lui aussi au niveau des stats, alors c'est dans un registre complètement différent, beaucoup plus passeur, beaucoup plus playmaker, j'ai envie de dire, Steph. Mais Nikola Jokic, alors peut-être moins de 55 matchs joués, un bilan un peu moins bon. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui vient de me dire que Nikola Jokic est son MVP, je ne vais pas le rire au nez. Non, je vais pas le rire au nez. Maintenant, comme c'est pas mon choix numéro 1, je vais essayer de trouver des arguments contre. Je vais vous laisser vanter. Moi, je veux des arguments pour, au contraire, on verra après. Moi, si tu veux, j'ai des Des arguments arguments pour. pour. Bah, il est là, ils sont là. Hein. Non, mais Ils sont là, mon gros. Le nombre de triple-double, le nombre de triple-double, la qualité de passe, l'adresse à 3 points. Lui aussi, il a créé un espèce de move où il fait un espèce de step back sur une jambe qui va à 0,3 km/h et la balle touche le plafond et ça tombe dedans. Il porte quasiment les Nuggets, pas sur ses épaules, parce qu'avant, il y avait quand même des joueurs, même malgré que Jamal Murray soit parti. il porte, c'est son équipe en tout Il est cas. pas blessé, il n'est pas parti, Enfin, il n'est pas mort. Il est parti pour la saison. peut être important. Mais enfin, j'ai plus d'arguments contre que pour, en fait, pour Nikola Jokic. Moi, dans les côtés Nikola Jokic, bon, déjà, évidemment, il y a le nombre de matchs joués. Il y a 18 matchs de différence. Franchement, quand tu juges la saison d'un mec, ça t'embête pas, toi, de voter pour un gars qui a joué 20 matchs de moins que l'autre? Tu vois, non mais vraiment, Erwan. Ah si, mais ça, en tout cas, C'est ça- vraiment, moi je trouve que c'est vraiment. avec un écart de bilan qui n'est pas si énorme que ça. Après, Quand tu parles de bilan. à la vitesse où il va, c'est compliqué de se blesser quand même. Bah, attends, tout le monde peut se blesser Ah, quand tu vas faire les ça matchs. peut pas rentrer en compte. Non mais tu vois, Philadelphie, Mais t'as tu sautes 38 jamais, victoires. pas de cheville, gros, tu retombes pas sur le pied des Philadelphie, t'as 38 victoires, 17 défaites. Denver est à 35 victoires, 20 défaites dans la conférence Ouest. Est-ce que, concrètement, on peut pas aussi dire que d'être 4e de la conférence
Ouest, ça vaut pas une première place de la conférence Est. Alors, 4e, non. Mais pourquoi pas? Puisque, en fait, il y a tellement de meilleures équipes. Franchement, la conférence Ouest, elle est vraiment meilleure que la conférence Est, n'en déplaise aux adorateurs des années 90. Mais la réalité, c'est que quand tu joues contre les 5, 6, 7 dernières équipes de la conférence Est, elles sont vraiment moins fortes. Il y en a moins des équipes comme ça dans la conférence Ouest. Je dis pas qu'il y en a pas. Donc, peut-être que cet écart, s'ils avaient été à l'Est, j'aime pas faire ça, mais ils auraient eu un meilleur bilan, tu vois, vraiment sur les bases. Donc je pense que, en fait, faudrait même qu'on balaie cette équipe, cette idée du bilan, parce que déjà, il reste encore un mois de compète et qu'il peut se passer plein de trucs. Et que deux, je trouve que la blessure de Jamal Murray, dont on va parler dans le focus dans quelques minutes, si Nikola Jokic continue à faire gagner des matchs avec ce type de stats à Denver, est-ce que ce serait pas encore une petite pièce en plus pour lui? Est-ce que le côté flashy d'Embiid et pas tant que ça de Nikola Jokic rentre pas aussi en compte? Non, pas sûr, parce que Joel Embiid sur ses highlights, même que ça soit pas très aérien, il y a des trucs flashy en fait, mais dans son style. Parce que j'ai vu autant de highlights de Joel Embiid traîner sur les réseaux que de Nikola Jokic. Des passes D, des trucs. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un énorme décalage. Mais moi j'ai envie de parler du bilan encore, même si Thomas me dit qu'il ne faut pas le prendre en compte. Les Nuggets l'année dernière, ils perdent 27 matchs. Ils ont déjà perdu 20 cette année. Ça on peut le prendre aussi en comparaison. Et je suis pas sûr. Ils ont fait un début de saison très compliqué. Bien sûr, t'as raison. Le début de saison très compliqué, il faut le prendre en compte aussi dans le bilan de Nikola Jokic. Et l'argument que j'ai, c'est que c'est un pivot. Européen? Non, c'est un pivot. Joel Embiid est un pivot. Il y en a un qui va 11 fois sur la ligne des lancers, il y en a un autre qui va 5 fois. Ça, c'est une bonne stat. Je vois, mais du coup. D'ailleurs, pour info, le dernier pivot, vrai pivot, à avoir été MVP, c'est Shaquille O'Neal en 2000. Hein. Ouais. Eh ben attends, mais moi, pour moi, c'est. En quoi c'est problématique? Parce que ce que je peux te dire aussi, c'est que Joel Embiid est un pivot et il est que à 51% au tir, pendant que Jokic, avec son style de jeu incroyable, est à 56% au tir et à plus de 40% à 3 points. Donc, je dis pas que c'est. Moi, je dis que. Quand t'es pivot, quand t'es quand même censé impacter le mec qui est en face, lui provoquer des fautes, aller sur la ligne. Nikola Jokic est un joueur hors norme, hors du temps. Joel Embiid, j'en ai incomparable presque. Ouais, absolument. D'ailleurs, toi, tu compares à Larry Bird. À Larry Bird, dans son impact, dans sa facilité pour les autres et tout. Moi, je pense honnêtement que c'est une stat qu'on peut sortir, j'ai pas de souci. Mais moi, j'ai envie de te dire que, en fait, Nikola Jokic est tellement plus adroit que Joel Embiid que. Quelque part, c'est un joueur d'attaque plus abouti. J'ai quand même l'impression, on en parlait avant de tourner l'émission, et tu n'avais pas l'air complètement convaincu par ce que je disais, Steph, c'est que j'ai l'impression que Nikola Jokic peut dominer les matchs de plusieurs manières différentes. Alors que Embiid, il faut qu'il détruise, faut qu'il soit fort dans le scoring. Nikola Jokic peut dominer un match en mettant 12 points. J'ai pas l'impression que Joel Embiid puisse dominer un match en mettant 12 points. Embiid peut dominer un match sur la défense. Ce que peut pas faire Nikola Jokic. Ça, c'est sûr. Sur du bugne-à-bugne. La défense et la passe, en fait. Mais t'as raison que Nikola Jokic a cette qualité de passe que n'a pas Joel Embiid. Mais même de placement, de playmaking, il a. Oui. Tu vois, il a ce truc-là. Même des fois, tu as des joueurs sans faire 15 passes, qui juste ils sont sur le terrain par le jeu, le mouvement qu'ils vont créer. Et là-dessus, le Jokic a un vrai avantage quand même. Et il y a un autre truc. Embiid, s'il met pas 30 points, je parle pas de la défense, je parle s'il met pas 25-30 points, on a l'impression qu'il a du mal à peser un peu plus de mal à peser sur le match. Alors bon, il le fait tous les soirs cette saison, mais. T'as pas envie de récompenser aussi le meilleur passeur pivot de l'histoire? Oui. Joel Embiid, moi j'adore Joel Embiid et d'ailleurs dans le débat qui je préfère, si je devais choisir un mec, je pense que j'irais sur Joel Embiid. Mais à côté de ça, je vois un mec totalement hors norme, drafté au 2e tour, qui aurait jamais dû atteindre ce niveau-là et récompenser Nikola Jokic. C'est aussi récompenser drafté au 2e tour. Idée de... Drafté au 2e tour, on peut dire oui, il a redoublé sa 5e parce que ses parents divorcés, donc c'est bien de le récompenser au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis désolé de dire que. Ouais, mais tu viens de me sortir que le dernier pivot de Shaq, au bout d'un moment, on s'en fiche. Si le meilleur joueur du monde, il est drafté au 2e tour, et ben ce sera la première fois de l'histoire. Ce serait la première fois de l'histoire. Est-ce qu'il part pas avec un peu de retard sur le fait, voilà, c'est mon point de vue. La fame peut-être? Non, c'est que c'est déjà un Européen qui a été 2 fois MVP. Est-ce qu'on va J'espère pas. Est-ce qu'on va le donner à un 3e Européen et le cas Giannis Antetokounmpo aussi, pour ça. Embiid et Camerounais, donc en tout cas, ça ferait 3 NBA de suite non américains. Et pour finir, je pense que ça va jouer sur la fin. Quid des Nuggets au niveau bilan et au niveau victoire sans Jamal Murray. Et surtout, il y a quelque chose qui me dérange chez Nikola Jokic, c'est que je l'ai vu dimanche soir abandonner son équipe et avoir une équipe catastrophique. Le 31-3 là. Que j'ai pas vu chez Joel Embiid cette année. Il a été honteux dimanche contre Boston. Est-ce qu'il n'est pas cramé? Est-ce qu'il n'est pas fatigué un peu aussi hier soir, d'en faire beaucoup? Il fait 17-10. Oui, mais d'accord, mais peut-être que, quand je dis cramé, je dis pas que. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas une coupure de courant lui aussi? Parce que les Nuggets dépendent tellement de ses efforts et on sait que c'est pas un énorme coffre, même s'il est capable, on se souvient, en play-off de jouer 4 prolongations. Mais est-ce qu'à un moment donné, avec son physique random, entre guillemets, des fois, il n'y a pas des coupures de courant physique? Peut-être, mais en tout cas, est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que dimanche dernier, c'est vrai que le comportement est assez honteux, mais est-ce que c'est dans la tête ou c'est physique?
On sait que c'est un péteur de câble. Hein. C'est un péteur de câble, hein, mais... Reste un Serbe, ils sont donc capables on l'a parfois d'éteindre la lumière. On l'a vu avec la Serbie à la Coupe du Monde 2019, où il a failli arracher un arbitre. Le Serbe est sanguin, voilà. Non, mais C'est pour ça qu'on les aime. Hein. Ouais, non, absolument. mais ça peut arriver de disjoncter. Enfin, tu peux disjoncter, mais là, il a carrément abandonné. Il a carrément abandonné ses. C'est pas une très bonne coéquipiers. pub pour sa candidature. Voilà. En prime time, c'était moyen. Mais ils ont gagné le lendemain, donc bon. On vient de parler de deux pivots qui sont clairs, qui vont se tirer la bourre. Déjà, peut-être aussi, on parlait pour être le meilleur pivot de la ligue, mais surtout pour être le MVP, ce qui serait une première depuis le Shaq. Il y a un troisième mec, quand même, qui lui, pour le coup, n'est pas un pivot. C'est James Harden qui peut-être vous venir comme ça jouer les troubles faits. James Harden qui, depuis son arrivée au Nets, fait une saison exceptionnelle, impact immédiat sur une équipe prétendante au titre avec des stars. Regardez-moi ces stats, plus de 25 points, 8 rebonds, 11 passes décisives, pourcentage à 3 points, little bit suspect, on croit que c'est très correct, 36%, et on voit 46% au tir. Est-ce que James Harden peut prétendre à être MVP cette saison? Sur les stats, j'ai envie de te dire oui, mais sur l'histoire, sur le storytelling de cette saison, avec son départ un peu vilain d'Houston, est-ce que sur le storytelling, James Harden peut être MVP cette année? Je crois pas, alors qu'il a beaucoup de choses sur lui. Il porte quand même les Nets depuis un moment, parce que Kyrie Irving a souvent des raisons familiales pour pas jouer. KD a été blessé. Maintenant, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA qu'un mec soit tradé et soit MVP. Donc, on se rappelle aussi que son attitude pour quitter Houston a dû laisser des séquelles dans la tête des votants, parce qu'elle est pas jolie. Maintenant, sportivement, j'ai rien à reprocher à James Harden. Il a quand même réussi, Steph, à bonifier une équipe très fort. Tu vois, tu as Kyrie Irving, tu as Kevin Durant, tu as des soldats à côté qui font plutôt un début de saison plutôt pas mal. Il arrive et il bonifie cette équipe. Et en ça, c'est un énorme point positif. Ouais, mais je te rejoins complètement. Tu sais, il y a quelques semaines avant que, encore une fois, les blessures viennent arrêter son momentum, pour moi, c'est le meilleur joueur de la NBA. Il arrive 2 fois de suite, il est meilleur joueur du mois. Il enchaîne les trophées de meilleur joueur de la semaine. Donc là, il est trop fort dans une équipe qui est vraiment déjà hyper garnie. Donc, on en revient toujours au bout d'un moment à la même chose, c'est que quand les mecs ratent des matchs, pour moi, on parle de candidature, ça te met du plomb dans l'aile, quoi. Il joue pas en ce moment, le mec. Tu vois, ça fait chier. C'est la dernière ligne droite. Et puis je pense que ces chiffres vont baisser un peu parce que Kyrie et KD vont revenir à temps plein. Il sera en 20 en tout cas. Oui, il sera en 20 mais il n'y aura plus la lumière sur lui quand il manquait Durant, quand il manquait Irving. Et que Brooklyn gagnait. Il y avait les 3 et on le voyait. Steph, quand ils étaient, ce que je veux dire, il a raison, Tom. Quand ils étaient tous les 3. Et moi, je crois que son arrivée... On l'a peu vu, ça. Oui, on l'a peu vu. On l'a peu vu, mais quand on l'a vu, moi, j'ai pas vu un James Harden prendre l'ombre, aller dans l'ombre et dire je vous laisse jouer. Déjà, moi, le fait qu'Harry dise vas-y, t'es meneur de jeu, je me mets deuxième arrière, ça montre à quel point ce mec-là dégage quelque chose et comme il rassure son équipe sur ce poste-là. Après il y a la Marcus Aldridge qui est là, qui prend entre 8 et 10 tirs par match. Ça, on les a pas vus sans qu'ils soient tous les 3, oui. Donc, moi, j'ai beaucoup trop d'interrogations sur cette équipe de Brooklyn qui n'est pas. Pour moi, c'est une équipe, de temps en temps, tu joues. En fait, j'ai jamais vu cette équipe, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce que montre James Harden depuis qu'il est arrivé. Bon, alors, Houston, on sait ce qu'il a montré, il a été MVP. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, c'est vrai que les derniers mois à Houston ont été compliqués. Mais son arrivée à Brooklyn, il est passé d'un mec qu'on disait obèse, pas prêt à jouer. Ça, c'était Pipo, je crois. Ouais, j'ai l'impression, parce que tu peux pas passer hors de forme. Pas 10 kilos en 3 jours. Hein. Sinon, faut me dire comment on fait. Hein. En tout cas, James Harden, et pour vous, malgré tout, alors peut-être derrière... Troisième. Moi, le troisième. Mais c'est quand même incroyable. Troisième cadeau. Il y a des Kyrie qui est super fort. Le mec, c'est... Tu vois, c'est marrant parce qu'on n'a pas le débat pour les autres. C'est James Harden et rien d'autre au Nets. Alors, justement, il y a un mec dont on n'a pas parlé, qui est quand même double tenant du titre, c'est Giannis Antetokounmpo, qui réalise quand même une bonne saison, avec un bilan collectif, des stats encore de très haut niveau. On imagine mal le Grec avoir un troisième titre de MVP d'affilée. D'ailleurs, il n'y en a que 3 qui l'ont fait dans l'histoire. Bill Russell, Larry Bird et Will Chamberlain. Steph, je sais que tu aimes bien, toi, Giannis. Ouais, j'aime bien. Un petit regard sur sa saison. Elle est forte, je crois qu'il fait carrière, record en carrière sur les passes décisives. Alors, au scoring, ça baisse un peu et au rebond aussi. Malgré qu'il y ait plus de minutes, je crois qu'il joue 4 minutes en plus par rapport à la saison dernière. Maintenant, il y a l'arrivée de Jrue Holiday aussi qui monopolise quelques ballons supplémentaires. Le problème, c'est que le bilan des Bucks est moins bon. Il marche moins sur la conférence Est. Mais tu l'as dit, c'est mort. Il ne fera pas le sweep-it parce qu'on ne donnera pas 3 titres de suite à un Européen pour être au même niveau que Chamberlain, Bird et Bill Russell. Et puis, j'ai un vrai problème avec lui. Le vrai point noir pour qu'il soit MVP, c'est qu'il a 68% lancé franc pour un mec qui va beaucoup sur la ligne. C'est très peu. Et surtout qu'il a 4 balles perdues. C'est le seul mec qui est dans le top 5 des balles perdues, alors qu'il n'est pas meneur ou arrière. Ça fait tâche, je trouve.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, ça se tient. Et puis, il y a un autre bilan qui est évident, c'est celui de collectif. Pourquoi il a été élu la première année et la deuxième année? C'est parce que les Bucks ont été très 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 forts. Premier de NBA, premier de la conférence Est, domination sans partage sur toute la saison. Dans les gros matchs, très souvent, ils ont gagné. Je pense au match contre les Lakers à Noël. Alors, ils avaient perdu plus tard dans la saison, mais en tout cas, dans les gros matchs, ils avaient été très forts. Là, les Bucks, ils font une bien moins bonne saison. Pas qu'elle soit mauvaise, mais t'es troisième à l'Est. Tu vois, t'es même Être pas... troisième, c'est moins bien qu'être premier. Ça me paraît évident. T'es voilà, Ah, quoi, trois matchs, t'es même pas dans le top 5 des meilleures équipes NBA. Donc, c'est aussi simple. Et pourtant, il fait une saison de MVP dans les stats. Honnêtement, Dans les stats. Et puis après, il y a les playoffs. Quand même. Je pense presque que c'est un mal pour un bien pour les Bucks et pour Antetokounmpo, c'est que on va les attendre ailleurs. Exactement. Ça y est, il s'est installé comme une méga star de la ligue. Il a eu ses 2 titres de MVP. Maintenant, il y a quand même deux désillusions sur les 2 dernières années en playoff importantes. C'est ailleurs qu'on va attendre les Bucks et Giannis Antetokounmpo. C'est en playoff. Donc quelque part, 2 fois MVP, je suis pas sûr que ça soit son voilà. cette saison à Giannis Donc, Antetokounmpo. un mal pour un bien pour Giannis Antetokounmpo. Il y a d'autres mecs qui font des saisons exceptionnelles, mais qui ne pourront pas être MVP puisque le bilan collectif ne va pas leur permettre. Mais bon, ça mérite quand même qu'on en parle parce qu'il y a quand même des performances exceptionnelles. Et j'ai envie qu'on parle évidemment de Luka Doncic qui, cette semaine, a encore mis un buzzer. Hier soir. Hein. Hier soir, oui, mais c'est parce que le mec, des fois, le regarde le samedi ou le dimanche. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà. Mais incroyable buzzer beater. Mais il est relou, lui. Parce que c'est même pas mal défendu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Exceptionnel. Il a fait un tir drop des 3 points, un pied, un flotteur. Voilà, flotteur, mais j'en ai vu des dizaines de tirs pas en équipe, au Real Madrid, à Dallas. Le Real, il y en avait qui est sorti, là, tu sais, à un pied, là, il tire comme ça. Mec, Dieu lui a donné ça. C'est exactement. Je pense que tu as raison. Il n'y a pas de basket, de tableau de noir et tout. Là, c'est Dieu lui a donné ça pour faire ça. Ça va au Philly Winter, calmez-vous, là. Non, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Il fait attention à mettre son pied derrière la ligne à 3 points. Ça fait 3 ans qu'il est en NBA, il a déjà un nombre de highlights complètement ouf sur des buzzer beaters, des trucs, des machins. Il est trop fort dans les stats, dans l'impact, dans le contrôle, dans le machin, mais il sera pas MVP cette année. 3 ans qu'il est aux Mavs et je crois qu'il a égalé le nombre de buzzer beaters dans l'histoire des Mavs avec Nowitzki, Michael Finley et j'ai plus le quatrième. Ça doit être son 3e déjà. Sean Bradley. Bonne stat en tout cas. Hein. Et vous avez remarqué quand même, parmi les grands favoris là, le nombre de mecs qui sont à plus de 25 points et pas si loin que ça du triple-double. Moi j'ai peu de souvenirs d'avoir autant de gars qui soient aussi complets. Alors c'est peut-être la NBA qui a changé et que ces mecs-là sont omnipotents, mais tu vois, d'avoir des 8-8, normalement il n'y avait que LeBron qui était là. Il joue des matchs, il en a joué 50, rarement blessé. C'est fou, en plus, c'est vrai que souvent au début on lui disait qu'il n'était pas spécialement in shape, qu'il a eu un début de saison où les stats étaient là, mais qu'il avait des pourcentages un peu dégueulasses. On a l'impression qu'il a gommé ça et que là, sur cette dernière ligne droite de saison régulière, il est en pleine bourre. Le bilan ne va pas lui permettre. Non. La question c'est que, qui est vraiment presque une question rhétorique, c'est il l'aura un jour le titre de MVP. Ce serait décevant qu'il ne l'ait pas un jour, t'as raison. Ouais, ça serait, on va aller même plus loin, t'as raison. Décevant qu'un jour ce mec-là soit pas MVP. Mais ça voudrait dire que les Mavs n'ont pas se construire. Ont bien bossé dans les bureaux. Ont bien bossé et que les Mavs sont dans le top 4 minimum. Tout à fait. On est d'accord. Il y a d'autres mecs. Ton Lillard, alors, c'était ton favori. Alors, Damien Lillard, qui est un peu dans le jeu. J'ai l'impression qu'il pioche un peu physiquement en ce moment. Un petit peu, c'est léger. Et que surtout, il gagne pas assez de matchs. Et pourtant, ils sont mal placés. Moi, j'avais espéré un top 4, top 3, parce qu'on sait que les Blazers, avaient fini 2 ans d'affilée top 2 à l'Ouest. Là, ils sont un peu loin, et c'est vrai que ça a été ton premier contre-argument pour dire que le bilan n'allait pas leur permettre. J'avais espéré une saison régulière un petit peu plus aboutie. Alors lui, il fait des choses incroyables, mais... Tu veux qu'il aille où quand tu perds Nurkic sur quasiment 3 quarts de la saison, McCollum. Quand Zach Collins se pète et out toute la saison, McCollum... Oui, mais avant ça... Bon, il a 8 mecs sur ses épaules, gros. Donc je veux bien croire qu'ils sont un peu fatigués de temps en temps. Non, mais pourtant, Norman Powell est arrivé. Au mutant, gros. Non, mais au tout début, en début de saison, moi, j'avais pas anticipé ces points-là. Et c'est vrai que l'arrivée de Norman Powell, t'as raison, fait du bien. Mais j'ai quand même l'impression qu'il en fait beaucoup, peut-être même trop. Deuxième score de la Ligue. Pour quand un mec a besoin d'en faire autant comme ça dans une équipe, c'est pas aussi bon signe collectivement. C'est ce qui te permet d'être favori de chaque aussi. C'est le favori de chaque aussi. De chaque encore aujourd'hui? Ah non, au début d'année, tu veux dire? Non, il y a 3 semaines, chaque avait fait un petit speech pour Damien Lillard. Il perd trop de matchs. Mais bon, Damien Lillard, c'est amour éternel. Hein. Oui, clairement. Autre amour éternel, c'est Stephen Curry. On en a parlé un petit peu en début de dans la news. Et saison fantastique et presque saison rassurante. Et j'explique pourquoi. Même si le bilan est un petit peu compliqué, j'avais peur que Curry soit juste un mec quand tout marche, c'est-à-dire les belles années, les 5 années des Warriors du vent final, ils ont une super équipe, ça roule. Et donc là, dans ce contexte-là, Stephen Curry est bon. Mais dans des contextes plus durs, plus hardcore, je voulais le voir un peu ce qu'il avait dans le bide. Et cette année, je suis
Et cette année, je suis convaincu complet que Steph Curry est certes un kiffeur, un mec à le smile, mais c'est aussi un énorme compétiteur, et même quand il joue pas le titre. C'est un joueur extraordinaire. Hier soir, ce qu'il a encore fait, faire des 11 sur 16 à 3 points dans un match de basket, moi, avec des tirs avec des mecs sur toi, contre la petite équipe de Théo Malédon. Steph Curry est un joueur tout à fait hors norme. Tu vois, on disait pour Lucas, il a été touché par la grâce de Dieu. Steph, c'est exactement ça. Il passe sa vie à jouir du basket. Et donc, du coup, nous, on en profite aussi. Alors oui, son équipe est pas ouf. Il y a eu en plus des blessures. Il y a toute une nouvelle équipe à reconstruire. Mais ce sera encore une fois autour de lui. Ce sera encore une fois autour de lui. Donc voilà. Sans lui, ils sont 16e. Ouais, sans problème. Alors, je sais pas dans quelle conférence, mais. Il y a 15 équipes, c'est pour ça. Non, mais 16e, ouais. En G-League, peut-être. Mais surtout, moi, mais ils sont derniers. Ils sont derniers de la conférence Ouest, mec. Ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'il est monté au créneau. Il a fait, alors, à la Steph Curry, c'est pas. Ils ont pris 2-3 branlées, il s'est énervé. C'est pas un énorme gueulard et tout, mais il a fait des déclats dans la presse, bien sentis, pour dire j'espère que les gars se sentent mal d'avoir perdu. Et ça, j'ai kiffé aussi. Ça, j'ai kiffé. Et voilà, donc Steph Curry sera pas MVP, il est déjà 2 fois. Mais en tout cas, on kiffe et on espère le voir en play-in, parce que mauvais à prendre les Warriors avec Curry dans cette équipe. Jamais. Si les Mavs jouent les Warriors, j'ai vraiment la haine. Tu vois, tout à l'heure, les play-in, pas tu vois, alors. en fait, gros, t'es trop marrant, toi. Tu dis, non, mais les play-in, c'est cool et tout. C'est les Mavs. Pourquoi j'ai la haine? Parce que tout le monde va être pour les Warriors. Oh, mais ça, tu t'en fous. On enchaîne. Il y en a un mec dont on parle peu, et je trouve ça dommage, mais il rate beaucoup de mains. C'est Kawhi Leonard. Ouais, t'as raison. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue un match sur 2. Et pourtant, un coup, il est là, un coup, il est pas là. On peut parler de Paul George aussi, les deux, en fait, en plus. Parce que Paul George qui est très Polo, en ce fort moment, il est très chaud, Polo. Hein. Belle boulangerie, hein. Ouais. Belle boulangerie, grave. Mais ouais, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit. C'est à l'image des Clippers, ouais. j'ai l'impression. Les Clippers, il faut leur petit bonhomme de chemin en toute discrétion. Les Clippers sont très très forts depuis le All-Star Break, avec l'arrivée de Rondo. Nico Batum est très fort en ce moment aussi. Maurice Starter, qui a un petit coup de boost. Ça marche très fort. Les deux, quand ils jouent là, Paul George et Kawhi, ils sont inarrêtables. Même Reggie Jackson On a vu Reggie Jackson clutch, c'est rare. Zubac fait le taf à l'intérieur. Sans Serge Ibaka depuis sans Serge Ibaka. Mec, mais c'est pas pourquoi. En fait, je crois que cette équipe, tant qu'on les aura pas vus faire des matchs de bonhomme en play-off, on n'y arrivera pas à y croire. J'ai l'impression qu'ils sont en cruise control, c'est comme sur les voitures sur l'autoroute, ils ont mis le pilote automatique. Ils sont très mauvais à prendre. Hein. Ils sont mauvais à prendre, et quand tu dis qu'on a besoin de les voir en play-off pour y croire, moi j'ai aussi besoin qu'ils fassent une énorme saison régulière, ce qui n'est pas. Ils sont très forts, mais ils font pas une énorme saison régulière. Le Jazz fait une énorme saison régulière. Tu vois, on parle de tout le temps. Ils enchaînent. D'ailleurs, pour la petite course au MVP, on n'a pas parlé de Donovan Mitchell. Mais bon, on pourrait. Pour l'instant, ils sont très forts. L'année dernière, c'était déjà le cas. Mais ils sont pas les meilleurs de la NBA. Donc c'est aussi pour ça que c'est normal qu'ils ne soient pas cités parmi les MVP. Mais pourtant, leur niveau intrinsèque est fantastique. Mais est-ce que ces équipes-là, faites avec des stars, sont pas amenées à ne jamais dominer une saison régulière et à plus se concentrer sur les playoffs? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, Boston en 2008 ne domine pas la saison régulière. Les Lakers de Kobe ne dominaient pas la saison régulière. Je suis pas sûr de ça. Alors c'est vrai je trouve on est depuis quelques années beaucoup dans le contrôle de cette saison régulière. Mais moi j'ai quand même l'impression que la saison régulière, je le répète et je le répéterai tout le temps, est quand même la meilleure préparation pour les playoffs. Et l'année dernière, les Clippers qui font une saison de branlette, saison régulière en mode on est trop fort, ça va rouler, ils le payent en playoff parce qu'à un moment donné, ils ont pas vécu les moments saison régulière de fin de match, de matchs un peu compliqués. Ça peut être un peu un problème pour Brooklyn alors. Bien sûr, ça l'est, bien sûr. Mais si ça l'a été pour les Clippers la saison dernière, je vois pas pourquoi ça ne serait pas pour les Nets, parce que c'est aussi collectivement qu'il faut répondre par moment. Avoir des repères, des automatismes sur des moments compliqués, sur des matchs, sur des fins de match, sur des money time, à savoir en qui on donne la balle. Pour l'instant, ils ont... Hiérarchie. Alors, on n'a pas parlé de Donovan Mitchell qui fait une saison exceptionnelle et le bilan collectif est fantastique. Peut-être pour lui. Vite fait sur Donovan Mitchell, personne n'en parle dans le top 5 et tout. Il aura des voix sûrement, mais... Mérité. Il a 26 points par match, il est dans la meilleure équipe de NBA. C'est un délit sale gueule. Ouais, je sais pas. C'est un délit du Jazz, tout comme d'habitude, comme souvent. C'est triste. Ouais. Dommage. Ouais. Alors, c'est bien d'en parler et tout. Après, je pense qu'il sera malgré tout pas MVP. Je suis curieux de voir le nombre de voix quand même qu'il va récupérer. Et les NBA aussi. Est-ce qu'il sera dans une des 3 équipes? C'est aussi comme ça que tu récompenses les mecs. Ah, si Mitchell il est pas dans une des 3 équipes. Oui, non, mais je pensais à lui. Il faut prendre Maître Vergès. Même s'il est third team, c'est un scandale. Hein. Third team. Après, il faut qu'il y ait au moins un second team. Après, on pourrait le faire vite fait. Regarde. Il y a du monde sur les postes extérieurs. Ah ouais, gros. C'est terrible, hein. Chris Paul. Moi, je le mets devant Kyrie Irving sur cette saison. Mais il y a d'autres mecs quand même, hein. Il y a James Harden, les Curry, les Lillard. Il met des cartons. Lucas Doncic. Il met des cartons, le bilan et tout. Bon, bref. Justement, Chris Paul, qui fait un taf incroyable. Alors, les chiffres. Et les chiffres,
Tu sais que c'est sa plus petite moyenne en carrière, de même en rookie, il marquait plus de points. Ouais, bah, Donc, voilà. c'est parce qu'il dit alors. Et il est trop fort, ouais, mais l'impact. Et là, encore une fois, on est sur l'impact, Ah, sur pourquoi tu l'aura. prends pas- On est pourquoi tu sur prends pas- l'aura, pourquoi tu Rita prends pas- Ora. Pourquoi tu prends pas Devin Booker, là? Si tu prends un Parce que j'ai l'impression que c'est lui la bascule. Ouais. Oui, bah, il vient d'arriver, c'est sûr. Ouais. Oui, parce que, Change tout. le jugement, tu l'as sur à N-1 en fait. Parce J'ai l'impression qu'il a rendu Booker meilleur et Ayton meilleur. Il a rendu Et l'équipe c'est meilleure. pas spécialement vice versa. Je sais pas si Booker Je pense que Booker est un meilleur joueur aussi. Moi, je suis pas sûr que ce soit. Il les a peut-être pas rendus meilleurs. Meilleur basketteur, meilleur dans l'apprendre Voilà. à gagner. Non, mais par contre, au-delà de parler de deux mecs, collectivement, l'équipe est 10 fois meilleure. Au-delà même de parler de Booker et Ça- tout, machin, l'équipe, waouh, en fait, ils ont Ça recruté se non me- seulement un coach, mais aussi un joueur. Ça quoi. se mesure pas en stats, mais Non, putain, impossible. qu'est-ce que c'est excitant, quoi. Ça fait kiffer de voir ça. Clairement. Tu sais, par le basket, par l'aura, par le parler à des mecs, ça, c'est. Ouais. Alors, c'est. C'est l'essence même du sport, quoi. Dommage que ça saute au premier tour des playoffs. Quoi. Écoute, on verra. Tu te mouilles. Et il y a un dernier mec dont on veut évidemment parler, c'est LeBron. Parce que si on part d'une course MVP, on est obligé de parler de LeBron, qui ne le sera pas cette année, parce qu'il est évidemment blessé et qu'il a raté trop de matchs. Mais LeBron qui était parti quand même sur une saison de mutant pour changer, quoi. Mais je pense que si LeBron se blesse pas, ce qui reste assez rare dans sa carrière, Les Lakers finissent premiers. Hein. les Lakers finissent 1 ou 2. Oui. Allez, parce que le Jazz, vraiment, on va dire 2. Et on lui file je parce pense qu'il en a est pas eu assez dans sa MVP, carrière. Et je pense qu'il est MVP tranquille. Oui. Mais malheureusement, il est pété et il le sera pas. Ça va être dur, hein, quand même, de LeBron, du coup, d'aller chercher le cinquième MVP, MVP. ça va être très difficile, t'as raison. Parce que là, après, il vieillit quand même. On sait que c'est un mutant, mais chaque fois, tu prends un an et quand tu as 37 ou. Quel âge il a 30. Tout à fait. 36, C'est un 36, 4. Ouais, c'est ça. Donc, chaque fois que tu prends une année, là, elle pique un peu. Hein. Puis Écoute, chaque on verra bien. fois que tu prends une blessure supplémentaire aussi. Ça pique aussi. Dites-nous dans les commentaires, pour vous, qui est votre MVP. Nous, vous avez bien compris qu'on est plutôt Team Embiid, mais on aime beaucoup Jokic. Mais dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus Harden ou d'autres, voilà, ou Doncic ou Curry, pourquoi pas, même si le bilan est assez loin. Il y a tellement de mecs qui nous régalent en NBA. Lonzo Ball. Forcément, il y en a. Il est bon d'ailleurs en ce moment. Il y en a. Bientôt Onyx, il paraît. Hein. Ouais, il y a- Ou aux Bulls. On verra ça. Il est pas chaud. Hein. Ah ouais. Je préfère D'Aaron Fox, tu m'étonnes. Ah ouais, De'Aaron Fox tous les jours. Justement, on va parler de. Non, pas du tout. On va pas parler de De'Aaron Fox. On va parler malheureusement de Jamal Murray et des Nuggets. Vous le savez, il s'est pété cette semaine. Hâte pour la saison. Comment vont pouvoir répondre les Nuggets à cette blessure? C'est dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Pour mesurer l'importance de la blessure de Jamal Murray, on a une déclat d'abord, j'avais envie qu'on commence avec ça, du coach Mike Malone pour voir au-delà des stats et de l'aspect tactique, le désarroi des Nuggets. L'équipe est dévastée, nous savons son importance, nous sommes une meilleure équipe lorsqu'il est en bonne santé, il est quasiment deuxième dans toutes les stats de l'équipe derrière Nikola Jokic. C'est un trou énorme, Steph, à ce moment-là de la saison, de perdre un joueur pareil. C'est cata. C'est cata quand on se rappelle ce qu'il a pu faire en playoff l'année dernière contre le Jazz. Pour moi, c'est le leader charismatique de cette équipe-là, le leader emblématique, le cœur des Nuggets, c'est Jamal Murray, c'est pas Nikola Jokic. Nikola Jokic est le leader sur le terrain. Je pense que Jamal Murray... déjà... Vocal plus, tu veux dire? Vocal, ouais. L'âme, enfin, je sais pas, quand il y a le money time et tout ça, j'ai plus d'images de Jamal Murray que de Nikola Jokic. Plus expressif, en tout cas. Voilà, j'ai l'impression que c'est le cœur, un peu le poumon de cette équipe-là. Et surtout, c'est une perte catastrophique sur le jeu extérieur pour les Nuggets. Vers qui tu vas te tourner pour... Pardon. Commence pas à me faire le focus à tout déballer. Non, mais là où je te rejoins, c'est que c'est une perte catastrophique pour Jamal Murray, qui faisait donc sa meilleure saison en carrière. C'était la première fois qu'il était à plus de 20 points. On avait envie que ce qu'il faisait en play-off, mais au-delà même de l'année dernière, déjà avant, il le concrétise en saison régulière, ce qui était le cas. Nikola Jokic a clairement lui aussi step up, donc ensemble, parce que tu sens que c'est la même génération, qui se comprennent très bien tous les deux, eh bien, ils progressaient et ils sont archi complémentaires, parce que lui n'est pas un vrai meneur, est un vrai combo, super shooter, super fort sur pick and roll, et leur relation, elle fait partie L'essence de l'essence de la formation de la naissance de ces nouveaux Ouais, Nuggets. exactement. Et gros coup dur pour le Canada aussi, pour les Jeux Olympiques. Aussi, Ouais, absolument. c'est vrai Et que puis la blessure, elle est J'aime terrible. bien ta vision FIBA à chaque fois. Ouais, Ouais, mec. You gotta represent Europe. Et la blessure, elle est terrible sur un appui, alors qu'il reste 50 secondes contre les Warriors. Tu sais, ça,
Franchement, quand il se fait le truc après, il a mal et tout, ça te glace plus le sang, quoi. Ah ben, on regardait ça avec Tom Serravino et il me dit j'espère que c'est qu'une entorse. Et moi quand je vois l'impact, je fais mais il y a J'ai jamais rien fait de sport après je Tom fais, aussi, pour dire ça. Après, Si, il a mis après, une flèche sur, c'est vrai, il a mis une après, il met des énormes museaux. Ma bad. Mais je lui dis mais gros, il regarde le genou, il tourne même pas, c'est juste sur l'impulsion, il y a tout qui doit exploser à l'intérieur. Ménisque, Catastrophique. Il n'empêche qu'il va falloir trouver des solutions pour les Nuggets et les solutions, ben, elles vont se faire en 3 temps. C'est ce qu'on imagine en tout cas. Steph, tu vas nous dire ce que tu en penses. Le premier temps, c'est le nombre, avec la signature d'Austin Rivers, donc en réaction très rapidement, numériquement. C'est officiel aussi. Ouais. aujourd'hui. Numériquement, dans le jeu, avec le duo Monte-Morris qui start et Campazzo. Et là, on va aller là-dessus, ça va être intéressant. Et puis, notamment aussi sur l'apport point, le capital point, avec Michael Porter Jr. qui va devoir aussi élever son niveau de jeu et avoir un volume de points important. Le numériquement, Austin Rivers, on va vite passer dessus, ils le font, c'est pour avoir une profondeur, parce que c'est une équipe qui va aller loin en playoff, donc avoir de la profondeur avec un mec d'expérience. Sur un petit coup de chaud, capable de mettre 20 points un soir. Bah parce que leur rotation était aussi simple, ils jouaient avec 3 meneurs, donc Jamal Murray, Campazzo et Monte-Morris, ils avaient PJ Dozier et Will Barton qui est titulaire sur le poste 2, voilà comment ils jouaient, donc on va dire à 5 sur les 2 postes. Austin Rivers, qui n'est pas un véritable meneur, mais qui est combo, va amener peut-être du scoring, peut-être du temps de jeu, mais ce sera infusible. S'il n'est pas bon, eh ben, il ne jouera pas beaucoup. Justement, alors on va aller sur les meneurs maintenant. On a vu que hier soir, c'est Monte-Morris qui start. J'aimerais bien, Steph, qu'on aille sur ce duo de meneurs. Tu ne peux pas remplacer l'impact, l'apport de Jamal Murray. Par contre, comment tu vois ce duo Monte-Morris, qui est plus lui aussi un combo guard, qui se rapproche un peu plus de Jamal Murray, et Campazzo, qui est un meneur un peu plus gestionnaire, qui met en place un peu plus européen, on va dire, même s'il est argentin. Oui, il a cette culture du basket européen. Écoute, je vois pas qui des deux va pouvoir remplacer l'impact de Jamal Murray sur les drives, les finitions au cercle, finir sur. Ils ont perdu gros sur le. Ils vont pas le remplacer, ils vont pas faire du Jamal Murray. Mais il n'y a aucun des deux qui peut le faire. Donc tu perds. Qu'est-ce qu'ils vont devoir ramener? T'as quand même un Monte-Morris qui a montré des belles choses, qui a monté des belles choses en playoff. Est-ce qu'il a déjà les épaules pour être starter d'une équipe qui joue le titre? On va pas se mentir. Et derrière, est-ce qu'en backup, Campazzo qui peut amener quelque chose d'autre? On a souvent vu des fois. Campazzo va amener sa qualité de passe, sa qualité de relance, jouer sur des premières intentions, sa grinta, mais le problème de Campazzo, c'est qu'il fait 1m70, que défensivement, il va se faire poster toute la soirée. Je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir à la main. Il va falloir faire... La question, elle est top. Est-ce qu'il peut step up, Campazzo? De Campazzo? Sur le scoring, j'y crois pas. Mais c'est pas là qu'on va l'attendre. Le scoring, on va attendre Michael Porter Jr., on va aller tout à l'heure. Est-ce qu'il peut step up dans l'influence sur le jeu? Là, on est encore sur un mec qui n'a pas besoin de marquer 20 points pour peser sur les matchs. Oui, mais tu perds 21 points, tu perds 22 points avec Jamal Murray. Je veux bien que Michael Porter Jr. comble un peu mes Monte-Morris peut mettre des paniers. Oui. En fait, c'est la question qu'on va se poser. Il n'y a pas de bonne solution. On essaie juste de combler l'énorme manque de Jamal Murray. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont garder la même structure d'équipe, en fait? Parce que Jamal Murray est donc clairement le deuxième meilleur joueur et le deuxième meilleur scoreur, donc il va jouer beaucoup de ballons dans un match et encore plus de ballons dans les fins de match. Du coup, est-ce que tu remplaces vraiment dans le jeu les qualités de Jamal Murray par un autre meneur comme Monte-Morris qui va prendre des tirs, qui va faire du pick and roll, ou est-ce que tu changes ta structure de jeu? Est-ce que tu vas jouer beaucoup plus sur Michael Porter Jr. qui a déjà pas mal de ballons, mais est-ce que tu vas chercher encore plus Aaron Gordon qui, lui pour le coup, n'en joue pas beaucoup? Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça, la structure. Aaron Gordon, j'y crois pas trop. Non, mais moi non plus, mais c'est une question que je vous pose. Mais je pense que c'est Michael Porter Jr. qui va avoir plus de responsabilités. Il va passer de 17-18 à peut-être 22-23. 22-23, je pense que c'est lui, les ballons que pouvait jouer Jamal Murray peut-être dans Money Time. Alors, ça sera forcément Jokic en 1, mais ça sera, je pense, Michael Porter Jr. en 2. Je sais l'évolution qu'on attend de ce garçon. Elle se fait un peu plus rapidement que prévu, mais je pense qu'ils ont des solutions quelque part. Alors, c'est une catastrophe, attention, on ne me fait pas dire ça, mais ils ont des solutions, Portland, Denver quand même. Ouais, ils sont pas à poil. Tu sais, parfois, il y a un gars qui se blesse. Derrière, il y a son père, Monte-Morris a prouvé. Lewandowski s'est blessé, ils ont envoyé Choupo-Moting, frère. Denver, j'ai quand même l'impression que Denver a d'autres solutions un peu plus sympas, quoi. Pas faux. On n'est rien, gros. La haine du Paris Saint-Germain, frère. FC Procuration. Tu sais que Choupo-Moting, s'il n'avait pas eu le maillot du Paris Saint-Germain, jamais il en parle. Je parle du Bayern, là. Pourquoi vous me parlez de... C'est terrible. Bref, ils ont des mecs. Est-ce qu'ils sont capables de step up? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'ils vont peut-être, dans les chiffres, gonfler un peu leurs stats. Maintenant, dans l'impact, ils n'auront pas cet impact-là. Et donc, Denver est malheureusement moins fort. Mais c'est con de dire ça, mais... oui, c'est la réalité des choses. Ils sont moins forts comme ça. Le pace des Nuggets avec Murray et Jokic, sur 100 possessions, c'est 122. Quand Murray n'est pas là et Jokic est tout seul, c'est 111. Ça fait 11 points en moins.
Je vois pas Facundo Campazzo combler ça. Il fera des choses. Ses passes d'aise vont augmenter. Mais c'est Il pas va trouver un une joueur voie. qui va combler, c'est plusieurs en fait. C'est ça, c'est là où on veut en venir. Mais je suis pas sûr que le duo Maurice Campazzo puisse combler sur le poste de meneur de jeu ce que faisait Jamal Murray. En tout cas, ils ont battu Miami après la défaite. Ils ont exposé Miami d'ailleurs. Et Porter Junior très fort. Ouais, la dernière question qu'on a envie de se Monstrueux. poser autour de ce focus, c'est est-ce que la blessure de Jamal Murray condamne les chances de finale NBA des Nuggets? Pour moi, c'est terminé. Absolument. Terminé. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas se battre comme des beaux diables, ça veut pas dire qu'on va pas passer Oui. 1 ou 2 tours. C'est pas dans la Jamais. de Denver Voilà, d'abandonner. exactement. Sauf que dans les Ça grands sera pas moments cette de Denver, l'année dernière, Jamal Murray a été fantastique. Et que quand Denver a grappillé des places, passé de 9e 2 fois à playoff, à passer un tour, faire une finale de conf, Jamal Murray était au centre du truc. Jokic, évidemment, mais Jamal Murray a des coups de chaud extraordinaires. On a parlé de lui quand même comme étant possiblement le meilleur joueur de la bulle. Hein, pendant les Derrière playoffs. TJ Warren. Derrière TJ Warren. On l'a pas vu cette saison, étonnamment d'ailleurs. C'est clair. Il faut qu'il aille Donc, ici dans une ligue où il joue dans une bulle à Disney. pas mal, TJ Warren. ouais, faut qu'il aille. Tu te rappelles TJ Warren, gros Ah bah oui, je m'en rappelle, ouais. il avait fait combien 55, non Il avait été extraordinaire. Mais il a bon. rien raté dans la bulle, frère. Bon. N'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc oui, moi je. c'est beau, Mais le plus dur, c'est l'atterrissage. Cette hein. saison, c'est Warren G. Hein. C'est pas Ouais. Bon, en tout cas, Il n'est pas regulate. regulate, Ned Dog. Alors du coup, Moi, j'ai Toi, tu penses qu'ils peuvent y aller, toi? Moi, je crois beaucoup à Michael Porter Jr. Il n'empêche que ça reste évidemment un trou énorme, mais je pense qu'à la main, ils vont, c'est ce que tu disais, changer un petit peu leur manière de jouer. Je pense que monter Maurice Campazzo, tu peux penser différemment. Quoi qu'il arrive, tu ne compenseras pas ce manque-là. Mais je crois qu'avec ce combo guard qu'est Maurice, qui a montré qu'il avait des testicules importantes en play-off, capable de marquer les paniers, Campazzo, je pense qu'il a ce vécu de très haut niveau en Europe et en FIBA. Donc je pense qu'il va falloir qu'il repense un peu et je pense qu'il va falloir filer beaucoup plus de munitions. Et là, je te rejoins à Michael Porter Jr. Barton aussi. Hein. Et à Barton, évidemment, qui ont des PJ Donzier a le droit aussi. Lui, il en demande pas, il en demande aussi des munitions en plus. Voilà, je suis curieux de voir cette équipe qui, souvent, dans le dur, arrive à se réinventer. Et un dernier truc, c'est qu'il n'envoie pas au feu des mecs qui ne jouaient pas. C'est des gars qui étaient clairement établis dans la rotation. oui. Ils jouaient très souvent tous les trois, tu vois. Et ça, c'est important. C'est pas C'est pas un mec qui a joué 0 minutes, 0 minutes depuis 50 matchs, qui est en muscu pendant les entraînements. Gros, il y a un mec qui s'est blessé, viens faire le nom. Comme il s'appelle le mec au fond là-bas, vas-y, rentre. c'est clair. C'est un mec qui est déjà dans le Voilà, collectif, exactement. qui connaît les systèmes. ouais. Et on sait que des fois, des blessures comme ça, ça peut encore plus Souder. Souder, ça peut souder. Ouais, mais après, il y a la réalité du jeu aussi. Et transcender un petit peu une équipe. On verra. En tout cas, pour vous, les Nuggets sont condamnés pour une éventuelle finale cette année. Je vais dire que non. Je veux croire en cette équipe-là qui s'est construite certes sur Jokic et Murray, mais qui a aussi, depuis 3-4 ans, créé un vrai état d'esprit. Je pense que l'apport d'Aaron Gordon, on n'en a pas parlé, est énorme dans son registre à lui défensif, où il s'est mis vraiment sur des missions, et qu'il est maintenant beaucoup plus sobre en attaque. Et c'est une équipe qui, quelque part, peut imposer un vrai combat aussi physique. Donc voilà, on va suivre intéressant vers les Nuggets et on souhaite évidemment un rétablissement rapide à Jamal Murray. À 100% surtout. Et à 100%. Jamal au genou. Ouais, Jamal au genou. Bravo. Le jeu de mots pour lancer de la meilleure des manières le quiz. Tiens, mal au genou, ça régale toujours. It's Lillard. He got the shot off. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Je suis Dis ravi. surtout Darius Saric, Et apparemment. dit Darius Saric, c'est vrai. Défends un peu. Allez, défends, Dario. Rabbit Lips. Un trash talker un peu. Eh oui. Ouais, c'est vrai que je ressemble de plus en plus à Darius Saric. Je sais pas comment le prendre. Pas très bien, visiblement. Bon, bah quoi, joueur la NBA, pire, gros. ouais. Pas le plus beau garçon. Ah, frère, Ça va, il joue dans la ligue. et Brad Pitt. J'aurais préféré Damien Lillard. Excuse-nous, Nicolas Dubolchan, j'aurais préféré Damien Lillard. Bon, aujourd'hui, comme d'hab, 3 parties pour le Allez, quiz. vas-y. On va commencer avec une énumération. Oui. Alors, Allez. Stephen Curry est devenu le meilleur scoreur all-time Stephen. de sa franchise. J'ai pris toutes les franchises à l'Est. On va mettre le classement pour Oh, pas vous en putain. oublier. Je n'ai L'énumération, plus ça va être que vous me donniez chacun Le meilleur score de la votre tour, franchise. le meilleur scoreur de la franchise all-time. Allez, Vous vas-y. êtes hein. prêts? C'est Stephen Curry. Allez, on essaye. Ouais, hein, c'est allez. moi. Parce que- Ouais, il y a Dallas ou pas? Ah non, c'est Non, l'Est. c'est que les Dans gars. l'Est. Chicago Bulls, je vais dire Michael Jordan. Ah, Oui, bravo. belle prise de risque. J'apprécie. Bravo. Je sais pas du tout, gros. Les Pacers, je vais prendre Reggie Miller. Oui, avec 25 000 points. 200. Les Cavs, je prends LeBron. Les Cavs, tu prends LeBron, c'est à juste 23 000. Je peux regarder, en fait. C'est à Steph. Ouais, c'est à moi. C'est à ouais. Steph. Boston Celtics, je vais dire Larry Bird. Le Boston Celtics, c'est une Bill première Russell, bavure. Bill Russell, pardon. C'est une deuxième bavure. Havlicek, je pense. Oui, c'était Havlicek. Ah ouais. Alors, Boston, Havlicek. C'était Havlicek. 26 395 points. Atlanta Hawks, Dominic Wilkins. Exactement, 23 292.
Vas-y. Les Sixers. Mm. J'ai pris Will Chamberlain. Non, tu on te souviens l'avait pas, on l'avait fait fait. Voilà, l'histoire de la franchise. Ouais. C'est C'est très dur. Al Greer. Al Greer. Al Greer. Que t'en Frère de as Ricardo. dernier. Mais non, on peut continuer. Ouais, Oh, mais je suis con, attends, viens, on annule. Je vais prendre New York, Patrick Ewing. Par contre, attends. Comment ça New York. Le mec, il annule une mauvaise réponse, il revient dans le jeu, frère. Mais reviens dans le jeu. Mais non, c'est aussi. pas Camoulox ici. Vas-y, tu peux revenir. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Ok, Il y vas-y. a, il y a l'Ouest aussi. T'as dit qui Non, mais on T'as peut dit pas Non, Patrick on fait Ewing que les- non, on fait Les, que les- les, toujours. les Knicks, c'est Patrick Ewing. Oui, tu as juste. Miami Heat, Dwayne Wade. Exactement. 20 500. Je vais tenter un truc. Toronto Raptors, démarre de Rosanne. Oui, bah, Bravo. Bravo. 13 000 points. Il nous reste les Nets. Et les Pistons. Il reste les Nets, les Bucks, les Hornets, les Wizards, le Magic et les Pistons. Pistons, non, Isaiah Thomas. Non. Isaiah Thomas. Ah, si. Exactement. 18 000. À toi, Steph. À toi, Steph. Il reste qui, mon grand Nets, Bucks, Hornets, Wizards, Magic. Nets, Bucks. C'est longtemps, Nets, c'est très long. Nets, c'est dur, hein. Wizards, je vais dire Gilbert Arenas. Je sais pas. Gros. Non, c'était Elvin Hayes. Ah, j'aurais dit Wes Unseld. Bon, tiens, je me serais fait baiser. Orlando Magic, Dwight Howard. Oui, Ah, bravo. 11 000 points. Il nous reste qui là? Nets, Bucks, Hornets, Nets. Les Nets, c'est dur, hein. Hornets, Kemba. Kemba Walker, Ah 12 000 ouais, points bien seulement. joué. Les Nets, Bravo. c'est dur. Les Nets, c'est dur. Les ça. Les Nets, il y a beaucoup de monde. Les Bucks, c'est facile. C'est Giannis? Non. Non, Michael c'est Red. Robertson. Non, oui, Michael Red. Non. Ah merde. C'était Jabbar. Ah ouais. 14 000. Il n'est pas resté longtemps. 14 000. Karim 200 Abdul. Il est resté comment? Ah ouais. Ouais, bah quand même, 7-8 ans, non? Et les Nets, allez. Les Nets, c'est difficile. C'est quelle année? Un pivot. Buck Williams. Ouais, bah Williams, Non. non? Un pivot fort, tu connais? Qui joue encore actuellement. Brook Lopez. Brook Lopez. Eh ouais, 10 000 Brook. points. Bravo les gars, bravo Bravo. à Thomas Ouais, qui a bravo, clairement été le meilleur. Oui, largement. Oui, vous largement. avez bah, perdu avant. il a Ah, pas déjà fait- Patrick il a- Ewing qui est il a pas revenu fait- en jeu. Il a pas fait de bafouille, gros. Ouais, c'est vrai. Ultime On bafouille. enchaîne avec un petit J'ai Très déjà. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait un petit J'ai déjà. Allez, vas-y. J'ai déjà été champion NBA avec les Lakers. Félicitations. Pourtant, j'ai été drafté par l'ennemi historique, les Celtics. J'ai déjà été All NBA First Team, Oh. en défense. J'ai oublié de le dire. Tu sais, je me suis relu, je me suis dit, il a jamais été en défense. Ok. All Defensive First Team. J'ai d'ailleurs déjà été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Tony Allen. Mais non, mais champion avec les Ah ouais, gros, c'est vrai. Pourquoi tu dis ça, gros J'ai Champion rien, avec les j'ai rien Lakers. entendu. Et j'ai déjà aussi inscrit 33 points contre les Spurs il y a 2 ans, mon record en carrière. What? J'ai déjà porté le 22, le 11, le 9, mais surtout le 0. Le 22, le... Rajon Rondo. Mais non, il est drafté par Champion avec Phoenix. les Lakers, drafté par les Celtics. Excellent défenseur qui a fait sa fac à Texas. Avery Bradley. Ah, Bradley. Avery Bradley, Mais il est ça même sort là-bas. il est champion, lui. On le compte dans les Attends, champions. Il a été compté Avery- comme champion. Ah ouais, parce que moi je l'ai depuis tout à l'heure, mais je Ah, me bah, dis que moi, c'est je une prends, bavure. moi, je prends le point en tout Ouais, cas. je vois. Non, prends c'est pas le une point. bavure parce que je suis allé vérifier. Avery Bradley. Non, d'accord. Il a été- Tu sais que Avery j'ai Brad- depuis tout à Avery l'heure, Bradley je fait sais sa plus fac à tard. Texas. Ouais, bah écoute. Ouais, Tex. Ouais. Et on l'appelait Tex Texas. Avery. Tex Avery Bradley, bien sûr. Il est content, gros. Regarde, il est content. Bravo, Erwan, bravo. Bon, allez, le moment le plus important. D'ailleurs, je remercie Jack647 qui m'a envoyé le qui suis-je. Bravo. Ça faisait quelques qui suis-je qui étaient un peu trop simples. Il m'a dit là, j'ai un peu relevé le niveau. Ok. Allez, c'est parti. Je suis né le 11 juin 87 en Caroline du Nord. Je passe 4 ans à la fac. Je vous dirai pas la fac. Durant cette période, je suis sélectionné pour jouer les Jeux panaméricains de 2007, en compagnie de Michael Beasley ou encore J.J. White. Didi White. En 2009, je me présente à la draft. Et je suis 2009. sélectionné en 20e position par le Jazz. Bravo. J'entre dans les plans de l'équipe comme backup de Deron Williams pour mon 9e match en NBA et mon premier en tant que titulaire en raison d'un D-Will blessé. Je vois sa tête, frère. Moi- Distribue 11 passes décisives. Tu as lu le Mac? Non. J'ai le droit. Non, pardon. Je... Attends, Tu avais le droit parce que tu T'as le droit de fermer ta gueule pendant 5 minutes au moins. Voilà. Ah, il avait gagné la première manche, il avait le droit à une bavure. Ah, d'accord, ok. La mayonnaise commence à prendre, mais je ne resterai finalement que 26 petits matchs au pays des Mormons. Eric Minor. Eric Minor. Ouais. Ça sort ici. Bravo. Tu sais que c'est Félicitations. marrant parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines, non? Eric Minor, Ouais. on en a parlé. Ouais, c'est ouf. Comment Bravo, c'est Erwan. possible de sortir Eric Minor? Bon, ça se trouve. Ouais, Erwan. Good, bravo. Bravo. J'ai un peu de titre à notre ami Jack qui avait écrit. Il a moins de 18 ans, Eric Minor. Bravo. Bravo. Avant OKC, c'est fort, bravo. Bravo, Bravo. ok, si c'est fort. Ah là là, ah, putain, ils sont bons ceux-là. Hey,
Comment ça t'est venu ça me- Parce que je connais, gros, c'est tout. Vous me respectez pas parce que j'ai perdu 3 fois. J'ai perdu 3 fois où j'étais un peu fatigué contre Tom, qui était un vrai concurrent. Vous m'avez pas Il respecté. fait le barbeau, ça y est. Mais bravo, c'est bien. Grave, ça va. Vas-y, fais la coupole, gros. Ah, c'est un peu ça. Parce que l'heure et demie du basket sur le goudron, en gros, elle a été compliquée. Bravo Tom, merci. Et merci à notre ami qui nous a envoyé ce qui suit. Jake. À Jake. Jake. On se retrouve ce soir, Jake Iloni. donc à 21h sur la chaîne Twitch pour parler foot et Ligue des Champions avec Nico Maurice Bellet pour revenir sur la belle qualif du Paris Saint-Germain et sa future c'est lourd. Demi-finale contre Et sa future demi-finale contre City qui ont des très belles couleurs d'ailleurs Manchester City je tiens à le dire. Mon billet. Donc on pourra parler foot parce qu'on a fait des viewing parties, on s'est éclaté, on a Ouais, vu c'est que vraiment très cool. vous étiez très présents, en fait, sympa. Et dimanche 16h avec Jiraya, on reviendra sur The Last Chance You, on reviendra sur les mangas et le basket puisqu'il a plein de choses à nous raconter. On va évidemment divaguer comme d'habitude. D'ailleurs, les gens étaient ravis dimanche dernier. C'est vrai. T'as eu des bons feedbacks. J'ai eu de good feedback. Donc, Ok. faudra qu'on Will fasse. you do that again? Voilà, exactement. Alright. Ça t'a plu toi aussi. Hein I like it, I like it. Quand on parle de la vie, Yeah, son oui. enfance, Ah, des anecdotes ouais, basket, c'est ce qu'on aime, ça. Allez. De l'inside. La première Inside. galoche, c'était La exceptionnel. première caloche. La coupe au bol, blond, Mireille Mathieu. 19 ans la première galoche. Focus sur le basketball. J'aurais peut-être dû faire ça pour la première galoche à 9 ans, du coup, ça a peut-être pas dû m'aider. Avec un membre de sa Allez, on embrasse Eric Maynor. Faut pas, on dit qu'on ne fallait pas le dire. On embrasse Eric Maynor et on vous dit à jeudi prochain. Ciao l'équipe.